Moi, mon activité par rapport à l'image de synthèse est plus liée au monde de l'architecture. J'interviens auprès d'architectes depuis presque 10 ans. Et l'idée de l'image de synthèse par rapport à l'architecture, c'est de pouvoir présenter à des clients pour l'architecte, à des municipalités. Donc souvent on me fournit les plans et je fais la mise en volume du projet. Et après il y a aussi des insertions par rapport aux photos, soit que je prends, soit que les architectes ont pris. J'interviens aussi de temps en temps pour des designers, des jeunes designers, car souvent les prototypes sont coûteux à faire dans le réel, donc on les modélise à un moindre coût. Et puis en plus ça permet de choisir ses points de vue comme on le souhaite. Donc moi je navigue plutôt dans ce milieu-là. Alors oui, par rapport à cette question-là, l'activité... ouais, dans le monde de la 3D, c'est extrêmement vaste. On peut être par rapport aux jeux vidéo. Après, il va y avoir des gens qui vont être spécialisés par rapport à de la modélisation mécanique, modéliser des voitures, modéliser des pièces mécaniques. Il y en a qui vont être spécialisés dans ce qu'on appelle l'organique, modélisation de personnages, d'animaux. Après, il y en a qui vont être aussi spécialisés dans l'animation de ces personnages, on distingue bien. En gros, il n'y a pas une personne qui arrive à tout faire, ça n'existe pas. Il y a une personne après qui va être spécialisée dans l'éclairage, après dans le texturing, c'est-à-dire appliquer des textures à une modélisation. Après, il y en a qui vont être spécialisés dans l'animation. Donc ça, c'est vraiment au sens très large, parce qu'après, on peut toucher le clip vidéo, on peut toucher le cinéma, on peut toucher... même l'architecture aussi, on a besoin parfois d'animation. Par exemple, pour des concours internationaux en architecture, c'est obligatoire d'avoir des animations. C'est des règles. On n'a pas le droit de se présenter à un concours international sans animation. Donc c'est extrêmement large. Donc on ne peut pas, même moi, à mon échelle, je travaille au niveau du Grand Ouest. Je ne peux pas dire après que je vais avoir une activité plus spécifique qu'une autre. Ça dépend vraiment des clients, des demandes et de ce qu'on va me fournir comme élément. Donc je suis à chaque fois obligé de m'adapter. Donc c'est ça qui est très intéressant dans le domaine général de la 3D, c'est qu'on s'adapte tout le temps aux clients, aux exigences des clients, ou des patrons si on est salarié. Mais il n'y a pas de règles. Par contre, dans le domaine de la 3D aussi, c'est une des difficultés, c'est il faut absolument avoir la capacité de s'adapter à plein de situations. Parce que très rapidement, le stress peut arriver, les délais sont toujours très très courts, voire trop courts, donc il faut toujours faire avec. Donc c'est un boulot, oui, de manière générale, qui est assez stressant. Et qui après, quand on arrive à un certain âge, commence à être un peu usant, parce que ça va très très vite. C'est peut-être un des domaines où ça va le plus vite en termes d'évolution technologique. Il faut toujours être au courant des choses. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des entreprises la veille technologique. C'est-à-dire tout le temps suivre ce qui se passe au niveau des machines, au niveau des logiciels, mais même au niveau de la concurrence pour être compétitif. Et donc ça aussi, ça prend énormément de temps. On compte ça aussi en temps de travail. Après, le nombre d'heures qu'on peut réaliser de travail dans une semaine, c'est très aléatoire. Si vous n'avez pas de boulot parce que les clients ne font pas appel à vous, vous n'allez pas travailler. Donc on peut pas, c'est pas régulier. Même si on est salarié, il va y avoir entre parenthèses ce qu'on appelle des coups de bourre, des rushs, ou alors il va falloir vraiment fournir. Et donc dans nos métiers, c'est pas rare du tout de faire des nuits blanches. C'est même quelque chose qui est assez courant. Moi j'essaye de ne pas en faire, donc je m'organise différemment. Je vais me coucher très tôt, je vais me lever extrêmement tôt. Mais on s'adapte, donc il n'y a pas de réelle règle.
Mais je sais que personnellement, je tourne à peu près aux alentours de 60 heures par semaine de travail, mais sachant que je suis à mon compte, donc c'est un petit peu différent. Donc il arrive très fréquemment, si il faut rendre un projet en temps et en heure, ça c'est la règle d'or, de prendre très peu de temps pour manger, et donc de manger devant les ordinateurs, les machines, puisqu'après ça dépend aussi de comment on fonctionne, mais moi pour faire face, comme je suis seul dans mon activité, en dehors de donner des cours dans cette école, je travaille avec plusieurs ordinateurs, sinon je n'ai pas la capacité de m'en sortir. Donc ensuite, le temps de réalisation d'un projet, c'est extrêmement variable. Parfois, on va vous demander, je parle encore là au niveau de l'architecture, de travailler sur ce qu'on appelle un collectif, donc un immeuble avec plusieurs appartements, un projet. C'est pas parce que ça va être ce qu'on appelle un collectif que ça va prendre plus de temps qu'une maison particulière. Parfois, un projet va être, une maison particulière va être très complexe, donc on va passer plus de temps sur la toiture, sur des détails, tandis qu'un collectif va être très simple par rapport à sa forme et donc on va aller plus vite. Après, s'il y a des modifications qui sont nécessaires, ça peut être de l'ordre de simplement une demi-journée pour apporter cette modification et refournir après le projet ou alors des images ou des vidéos. Ça dépend vraiment de ce qu'on peut demander. Bien sûr, c'est évident, si on demande une animation en image de synthèse, ça prend énormément de temps, puisque simplement une image, en fonction bien sûr de la qualité qui est demandée, mais une image peut prendre plusieurs heures de calcul sans aucun problème. Donc c'est un système d'organisation, et puis c'est vrai qu'au niveau de l'image de synthèse, il faut apprendre à avoir un certain feeling avec la machine. Et c'est pour ça que dans notre section 3D, beaucoup de jeunes arrivent pensant tout de suite avoir un résultat intéressant visuel, alors qu'en fin de compte, il y a énormément d'aspects techniques en amont. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas après la voie de la 3D, parce qu'ils ne s'attendaient pas à un domaine aussi difficile. Alors, oui, au niveau de ce que peut gagner un graphiste 3D parce qu'il sort d'un établissement qui propose cette formation, c'est variable, c'est vraiment variable. Par contre, là encore, c'est vraiment un métier de passion. Faut pas s'attendre, si on veut vraiment gagner des sous, il ne faut pas faire de la 3D. On peut peut-être estimer que un graphiste 3D normalement payé, bien payé, au démarrage va peut-être avoir entre 1400 net, 1500 net euros, mais après ça va jamais monter énormément. Même des gens qui sont, on va dire, salariés classiques dans des grosses structures comme Pixar, n'auront jamais des salaires mirobolants, même eux. Donc il ne faut pas du tout penser que c'est un domaine où on gagne vraiment bien sa vie. Par contre, c'est un domaine où il faut être extrêmement passionné. Ensuite, le nombre d'années d'études pour être dans le domaine de la 3D, c'est variable. Ici, c'est 3 ans d'études. Mais comme c'est un domaine qui est extrêmement récent, c'est toujours aussi en perpétuelle évolution. Les personnes qui donnent des cours en 3D sont des autodidactes, puisque nous, à notre époque, et il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas du tout d'études, ça n'existait pas. Donc moi, j'ai découvert la 3D au moment de ses balbutiements, où on avait déjà du mal à faire bouger un cube et une sphère. Et tandis que maintenant on fait des choses qui sont fabuleuses, mais on a appris sur le tas en découvrant les machines, en découvrant les logiciels, ce qui n'est plus le cas maintenant. C'est pour ça que maintenant on commence à voir des écoles qui proposent des cours en images de synthèse. Ensuite,
la notion de à combien on peut être sur un projet. À 95% du temps, par rapport à mon activité, je suis seul sur les travaux que j'ai à faire, mais pour des réalisations cinématographiques ou des jeux vidéo, ça peut monter à plusieurs centaines de personnes. Donc ça demande une organisation énorme. Simplement, on le voit souvent dans les médias, le budget ou ce que génère comme argent le jeu vidéo est plus important que ce qui est généré par le monde du cinéma au niveau international. Donc le jeu vidéo, c'est des budgets de plus en plus importants et avec des centaines de personnes qui travaillent sur les gros titres. Alors, dans le domaine de la 3D, on ne travaille pas seul. On a besoin d'avoir des notions d'éclairage, on a besoin d'avoir des notions de dessin, c'est très important, sinon on n'arrive pas à avoir en volume. Donc ici, avec nos élèves, ils ont des cours de dessin. Si on attaque la notion d'animation, on a besoin de savoir découper des scènes, une histoire. Donc on a besoin de savoir ce qu'est un storyboard. Et après, ça dépend vraiment des domaines dans lesquels on intervient. Si on intervient par rapport à l'architecture, on a besoin d'avoir de sérieuses bases en architecture, de connaître le vocabulaire. On est obligé de s'adapter. Par exemple, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais si on travaille dans le monde médical, en imagerie de synthèse, on a besoin quand même d'avoir quelques notions, pas d'être médecin, pas ça du tout, mais d'avoir quand même des notions un peu du monde médical, de la représentation, d'une radiographie, des choses comme ça.